Bonsoir à tous et bonne fête de la jeunesse, à toute la jeunesse du Cameroun. Madame, monsieur, c'est Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Il est désormais établi que le président de la République, à chacune de ses adresses à la nation, ne peut terminer cet exercice sans faire un clin d'œil à la diaspora camerounaise. Jusque-là, c'est en des termes durs que le chef de l'État s'est souvent adressé à celle-ci. Hier, à l'occasion de la 55e édition de la fête de la jeunesse, Paul Biya s'est résolu à tendre la main à cette jeunesse qui est allée à la conquête du monde, non sans lui confier une mission, celle de la reconstruction du pays. Cette diaspora se doit in fine de faire rayonner le Cameroun comme d'autres ont commencé à le faire. Le physicien Arsène Stéphane Théma Biolé, le mathématicien et informaticien Tister Diop Mvondo, l'écrivaine Djali Amadou Amal sont cités en exemple. Mais secret de Polichinelle, l'application de l'article 31 de la loi numéro 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise continue pour beaucoup à être le caillou dans la chaussure. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouflé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Discours à la jeunesse et diaspora, retour et reconstruction. Pour en parler, nous avons limité le nombre de participants en plateau à Douala. Ils seront 2 à Douala et 4 en principe. Du côté, bien évidemment, la diaspora camerounaise. Je commence par vous, Jonathan Betenguene. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement de tout partout dans le monde. Et c'est un réel plaisir de me retrouver ici encore pour partager des connaissances autour des sujets d'actualité. Voilà, très bienvenue, bonne fête. Bonne fête également, Serge Alain. Bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. Docteur Luzon Samba, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Je voudrais souhaiter une heureuse fête à tous les jeunes Camerounais. Et leur dit que Serge et moi n'avons pas de problème parce que chaque fois m'interpelle, on me dit « Oh, mais vous avez le problème avec Serge, ça fait 2 semaines, on vous a pas vu. » Non, il n'y a pas de problème. Entre Serge et moi, c'est un ami, un frère. Ça dépend des invités, ça dépend, voilà. Comme a dit le président Bongo une fois... ça dépend de la qualité des sujets et tout. Voilà. On demande au président Bongo, entre le président Biya et vous, il dit non, le ciel entre le Cameroun, le Gabon et le Cameroun est sans nuages. Est sans nuages, justement pour indiquer qu'il n'y a pas de souci et de problème. Ok, voilà, nous allons donc prendre la direction. D'abord, nous allons aux États-Unis, York, Pennsylvanie, où nous attend René Itamuna. Bon dimanche. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Au bon après-midi, devrais-je dire. À vous là-bas. Merci Serge Alain, bonsoir à toi et bonsoir évidemment à tous les panélistes. C'est toujours un bonheur d'avoir le docteur Luzon et Somba que je suis depuis longtemps et les frères et amis qui sont sur le panel à l'étranger avec moi. Je profiterai rapidement pour dire un petit mot à ma mère qui est au Cameroun, qui était malade et qui se porte de mieux en mieux et qui a retrouvé la capitale du Cameroun, Yaoundé, pour laquelle son cœur bat beaucoup. Et je ne pourrais pas terminer mon propos d'introduction sans lancer un clin d'œil, puisqu'on parle de diaspora, à la famille maternelle, dans ma famille maternelle, qui, à 80%, les enfants de mon grand-père vivent tous en Guinée équatoriale et au Gabon. Ils sont donc partis, dans les années 50, chercher une vie meilleure et conquérir le monde, comme l'a dit le président. Un clin d'œil à ma famille de Guinée équatoriale et du Cameroun. Nous allons traverser de l'Atlantique. On fait d'abord une escale aux Pays-Bas. Bonsoir Boris. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais. Voilà, bonjour Boris. Oui Serge. Bon, on va descendre à Paris, je crois qu'il est là. Abdelaziz Moundé, bonsoir Abdelaziz. Bonsoir à tout le panel et un bonsoir spécial à tous les jeunes Camerounais qui sont dans les prisons
de Newbel, les prisons de Konengi, ces jeunes Camerounais qui le 22 septembre ont exercé librement et pacifiquement leurs droits citoyens et qui ne sont pas à la conquête du monde, mais sont à la conquête des libertés. Bon, voilà, je vais commencer par cette partie du discours du président qui a inspiré cette édition Equinox Soir. Si vous allez à la conquête du monde, revenez reconstruire votre pays. Faites rayonner le Cameroun à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Temabiolé à la General Atomics, le mathématicien et informaticien Tister Job Bondor, qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à 22 ans, l'écrivain Djaili Amadou Amal, qui a remporté, comme vous le savez, le prix Goncourt des lycéens 2020. Première question à vous, Boris Berthold. Comment vous avez accueilli ça? Le président qui dit qui vous demande, vous qui êtes parti à la conquête du monde, qu'il est temps de rentrer. Que n'oubliez pas de rentrer au pays. Boris Berthold. Oui, Serge, c'est-à-dire que c'est en réalité pas nouveau dans le discours de M. Biya. Cette invite à rassembler, à revenir de la diaspora camerounaise, c'est-à-dire qu'il a eu l'occasion parfois, y compris lors de ses séjours à l'étranger, de lancer ces mots. Et c'est ça le problème, en réalité, les discours de M. Biya, c'est que au-delà des discours et des mots, il n'y a plus des actes. Le problème de la diaspora camerounaise, c'est pas un désir de retour, parce que le désir de retour, il est toujours permanent lorsqu'on a quitté son territoire. Bon, c'est pas là le problème. Le problème, ce sont les conditions qui permettent à la diaspora camerounaise de matérialiser leurs rêves, parce que des gens migrent, des gens se déplacent, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou vers l'extérieur, pour des raisons qui peuvent être multiples, et principalement parce qu'ils recherchent de meilleures conditions de vie. Donc là, on est clairement dans une logique discursive qui doit être accompagnée d'actes. Or, le problème, c'est que, vous l'avez relevé à l'introduction de cette émission, l'un des premiers obstacles, c'est celui du code de la nationalité. Mais il faut rappeler, et c'est très important, que ce code de la nationalité avait été mis en place à l'époque parce que le régime haïtien entretenait une défiance à l'égard de sa diaspora. Donc on peut très bien voir que Biya en fait a été l'héritier de ce processus de diabolisation de la diaspora camerounaise, parce que M. Haïdjo avait une crainte des activistes de l'UPC. Donc M. Biya a reproduit ce chemin. On peut également lire à travers le discours de M. Biya une certaine évolution. Il y a encore quelques années, on notait très bien tous ces propos dont je ne me ferai pas le plaisir de les réitérer ici, qui tendaient à diaboliser la diaspora camerounaise. Là, il y a une mutation dans le discours de M. Biya. Mais cette mutation, elle n'est pas ex nihilo. Cette mutation s'inscrit dans une dynamique plus globale qui est celle de l'investissement de la diaspora camerounaise dans le champ politique. Donc, il y a également chez M. Biya cette contrainte qui existe. Il est contraint aujourd'hui de discuter et de négocier avec la diaspora camerounaise, parce que depuis quelques années, notamment depuis 2018, on voit très bien que les diasporas camerounaises se mobilisent de plus en plus pour des questions qui touchent à la fois leurs intérêts, mais également les intérêts collectifs des Camerounais. Mais on peut également souligner qu'il subit également des pressions, parce que souvenez-vous très bien, récemment encore, le président français Emmanuel Macron a de multiples reprises invité monsieur Biya à s'entretenir avec la diaspora camerounaise. Donc, ce n'est pas parce que monsieur Biya veut, c'est-à-dire le progrès qu'il y a dans le discours de monsieur Biya à l'égard de la diaspora, c'est un progrès lié à la contrainte. Et s'il faut pousser l'analyse plus loin, il faudrait plutôt voir en fait cela comme le fruit de lutte. Et cela doit interpeller les Camerounais en réalité. Si M. Biya, qui il y a encore quelques mois affiché une hostilité à l'égard de sa diaspora, est aujourd'hui en train de faire la cour à cette diaspora, c'est parce qu'il n'y a que la lutte qui libère, il n'y a que la lutte qui paye. Et cette diaspora aujourd'hui, à travers ce retour, cette prise de conscience, entre guillemets, de M. Biya sur la place de la diaspora dans le développement du Cameroun, ça veut dire que les Camerounais, quels qu'ils soient, à quelque position qu'ils soient, doivent toujours savoir que s'ils ne se battent pas
pour revendiquer, s'ils ne se battent pas pour s'affirmer, s'ils ne se battent pas pour faire avancer leurs conditions de vie, rien ne leur sera donné. Mais pour terminer sur ce point, avant que M. Biya n'invite la diaspora à revenir au Cameroun, il faudrait également que lui-même, il facilite les conditions légales. Ça fait plusieurs mois qu'un projet pour l'adoption d'une double nationalité a été élaboré au sein du gouvernement camerounais. Le projet a filtré, je l'ai même publié, mais depuis près d'un an, il n'y a pas de suite à ce projet. Donc, ce ne sont pas les discours qui vont séduire la diaspora. Les discours, on en a entendu pêle-mêle. Ce sont des actes. Et un chef d'État qui prétend être chef d'État, bien qu'il n'ait pas de légitimité, doit pouvoir poser des actes. Et c'est à partir des actes qu'il peut rassurer. Voilà, on va rester en Europe avant d'aller aux États-Unis. Abdelaziz Amoundé, vous êtes d'accord avec Boris lorsqu'il dit que le discours, il a muté, le président était un peu trop dur avec la diaspora il y a quelques mois. Aujourd'hui, le président, c'est un appel du pied qu'il fait comme ça à la diaspora. Il a été contraint, comme dit Boris, il est obligé de faire avec la diaspora. Le langage, c'est le moteur de l'action en politique, mais mieux l'articulation entre la pensée et l'action, c'est-à-dire que l'acte et les paroles fondent l'homme politique moderne. Je ne sais pas si le président de la République, Paul Biya, est un homme politique moderne. Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, c'est l'histoire qui jugera. Mais en tout état de cause, dans le sillage de Boris Berthold parle d'un projet de loi qui est en gestation, qui a été un avant-projet de loi qui est dans les tiroirs du gouvernement. Je rappelle que Maître Mbiam a été député RDPC. Joshua aussi a été député SDF comme Mbandam. Le SDF a déposé en mars 2014 une proposition de loi au sens de l'article 35 de la Constitution, l'article 25 de la Constitution et puis le règlement intérieur de l'Assemblée qui dit que l'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Fort de cela, les députés du SDF se sont saisis de la question et ont déposé une proposition de loi. Je rappelle que dans notre pays, le Cameroun, depuis 1946, depuis qu'on a institué l'Assemblée, on n'a jamais eu une proposition de loi qui est passée du côté de l'opposition. Maître Mbiam, de manière consensuelle, le 30 mai 2015, avec l'ensemble de la représentation nationale, à l'exception du député Mpako, du Mungo, qui était décédé, 179 députés au Cameroun ont signé une pétition en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour effectivement que cette modification de l'article 31 de la Constitution que Serge Alain Autou a si bien précisé advienne. Il le faisait pourquoi? Il le faisait dans le sillage, Boris Berthold l'a rappelé tout à l'heure, de la déclaration du président Biya en 2009, en juillet 2009. J'étais personnellement présent. Il le faisait dans le sillage de l'audience que le président Biya a accordée à la diaspora. Nous étions 22 avec le patriarche Manu Dibango. J'étais présent. Le président Biya s'était littéralement engagé pour cela. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2021 et nous sommes encore en train de parler d'une proposition, d'un projet de loi où les députés 179 étaient unanimes. Et quelle a été la réponse du président Biya? Il a fulminé de colère. Serge Alain Autou, l'ensemble des panélistes. Le président a fulminé de colère et la pétition a été retirée et Maître Mbiam a été littéralement obligé de s'excuser et de se répandre en circonvolution pour dire que les députés sont tout au moins dans la voiture, le bandwagon du RDPC. C'était pour dire que la question de la parole et des actes aujourd'hui est déterminante concernant la diaspora. Regardez Wilfried Tsiewe. Le président de la République parle de jeunes dont il ne connaît pas les traces. Ces enfants qui sont allés faire les doctorats à l'étranger, le président de la République n'a jamais reçu le moindre chercheur, le moindre universitaire, le moindre inventeur, le moindre innovateur à la présidence de la République. Mieux, le président de la République, Paul Biya, a fait recevoir une écrivaine camerounaise par sa femme, son épouse. Ça veut dire que le peu de considération qu'il accorde à la littérature camerounaise. Je veux dire que si le président Paul Biya était conséquent avec ses actes, il a signé le 21 septembre 2001 un compte d'affectation spéciale sur la politique culturelle au Cameroun. Il était abondé à 1 milliard de francs CFA. Ça permettait de soutenir la création, la production et la diffusion de l'activité artistique et culturelle. Mais aujourd'hui, où nous en sommes, le ministère des Finances ne finance plus, n'abonde plus ce compte d'affectation spéciale parce que depuis 2018, en vertu de la loi du 11 juillet 2018
portant un régime financier de l'État et des autres entités publiques, eh bien, chaque ministère doit désormais abonder. Ça signifie quoi, Serge Alain Autou? Que Amadou Amal ne peut pas être édité au Cameroun de façon conséquente, ne peut pas être accompagné. La France est en train de soutenir toute son industrie, sous son industrie culturelle, notamment les maisons d'édition. Emmanuel Colas, la maison d'édition qui publie Amadou Amal, est financée à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires à cause du Covid, des pertes du Covid. Ça signifie qu'au Cameroun, le président de la République récupère, il est devenu écologiste, il récupère ce que ses enfants, les enfants du Cameroun sont allés faire ailleurs, se chercher, comme on dit au Cameroun. Et au soir de sa carrière politique, le président Biya nous dit « Allez conquérir le monde ». Je rappelle qu'à Genève, des jeunes Camerounais sont allés dire au président Paul Biya que vous ne pouvez pas partir du Cameroun, dépenser depuis 1982 autant de milliards qui auraient pu permettre que les Camerounais soient financés dans leurs études, précisément, que ce que le ministre Ogbelen avait énoncé, c'est-à-dire 1% du PIB du Cameroun qui soit consacré à la recherche scientifique et technique. Regardez la ministre de la Recherche scientifique et technique, Serge Alain Autou. Elle parle de FIPANGRAS. Depuis qu'il y a la crise du Covid, le ministère de la Recherche scientifique et technique au Cameroun est passé maître dans l'art de l'anecdote. Alors que le président de la République, le 10 février, nous parle de haute technologie. Le jeune Biolay est dans une entreprise de très haute technologie qui mêle l'atomique, le nucléaire et le spatial. Ça signifie que le Cameroun, qui a initié à travers le ministère des Télécommunications un programme en matière spatiale, aurait pu déjà, de manière stratégique, comme l'ensemble des pays africains qui ont lancé 42 satellites déjà dans l'espace, être parmi le top 5 de l'Afrique. Le Burkina Faso est le dernier qui a mis une station au sol. L'Éthiopie a déjà deux satellites dans l'espace, etc., etc. Où est le Cameroun? De manière concrète. De manière, c'est-à-dire qu'avec les artefacts, avec les faits concrets. Donc en fait, ce soir, c'est un cri d'alarme aussi. L'école de base camerounaise, les Étienne Mbappé, les Vicky Edimo, où sont-ils? Les Richard Bona, que sont-ils? Manu Dibango avait demandé au président Paul Biya devant l'ensemble des Camerounais, qu'on bâtisse enfin au Cameroun un conservatoire ou une académie de musique. Où est-elle? C'est en 2013. Comment on peut avoir le plus grand artiste contemporain d'Afrique, Manu Dibango, et ne pas avoir un conservatoire au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Boris Berthold, qui est sur ce plateau, et d'autres journalistes d'investigation et tout, ont documenté la question des détournements qui ont eu lieu dans le cadre de l'organisation de la CAN. Le ministre Augustin Edouard et le Premier ministre Philémon ont signé en 2008 le Programme national de développement des infrastructures sportives. 2008-2018. Il était question de quoi, mon cher Serge Alain Autou? Que l'ensemble du Cameroun soit couvert d'infrastructures sportives. C'était un programme qui portait sur 273 milliards. La partie chinoise avait signé, on attendait la partie camerounaise. En 2011, on a mis fin au comité de suivi du PN10. Quelques temps après, on nous parle d'une task force opaque à la présidence de la République. Et quelques temps après, on voit jaillir des stades qui ne respectent pas le cahier de charges qui avait été indiqué dans le PN10. Alors, dans ce cas-là, les jeunes Camerounais qui sont au Cameroun, je ne parle pas de ceux qui conquièrent le monde, entre ceux qui conquièrent le monde, entre ceux qui sont au Cameroun, comment on fait pour ne pas évaluer? Le président de la République, je m'attendais à ce que hier, le président de la République fasse son mea culpa, dise à la jeunesse camerounaise que nous avons glissé, nous avons échoué à organiser la CAN en 2019 pour telle et telle raison, parce que nous n'avons pas été à l'optimum de la comptabilité, comme disent les anglo-saxons. Et moi, au lieu de quoi, le président de la République se répand toujours en invectif sur des Camerounais. Il n'y a pas de mauvais Camerounais, Serge Alain Autou. Il faut que le président de la République cesse de dire qu'il y a des Camerounais qui sont haineux. Personne ne distille la haine dans ce pays. Le président de la République est responsable de ce qui se passe dans notre pays et il doit cesser de stigmatiser M. Kamto, M. Mota, M. Bibounissak, les responsables de ce que les Camerounais aujourd'hui comme aspiration à la liberté. Si nous n'étions pas là, ceux qui sont critiques vis-à-vis du système, ceux qui sont critiques vis-à-vis du régime, on n'aurait même pas cette CHAN, ce championnat d'Afrique des Nations organisé. On est toujours en train d'invectiver la diaspora. Mais quand les résultats sont là, on l'attribue et on l'impute au président de la République. Merci. Donc j'ai voulu, c'est un cri de cœur, un cri de cœur mêlé d'analyse comme première réaction par rapport à cela, parce que nous avons un pays qui nous a en commun et je ne veux plus que les Camerounais soient stigmatisés et que le président de la République pointe, selon lui, des modèles. Les Patrice Ghana ont gagné des prix dans ce pays, on ne les a jamais portés au nu. Il y a beaucoup de Camerounais qui gagnent des prix internationaux, mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Ok. Merci. On va terminer avec les États-Unis. René Itamuna, bon dimanche pour vous. Vous avez suivi d'abord Boris Berthold, ensuite Abdelaziz Moundé
Vous êtes allé conquérir le monde. Il est temps de rentrer et de construire le Cameroun. Serge Alain, c'est un appel d'un père, un Camerounais, un homme d'un certain âge, qui a eu la chance de tenir le gouvernail du Cameroun pendant très longtemps, de connaître tous les leaders de notre planète pendant assez longtemps. Et donc, quand j'entends mon frère, M. Ndjindam, s'exprimer, ça me touche. Je pense que autant que ça touche le reste des Camerounais, évidemment, Boris Berthaud a aussi touché des points essentiels pour la plupart des Camerounais. Mais la réalité aujourd'hui est que, je vais terminer là où M. Ndjindam a terminé, la réalité est que le champ s'est déroulé, nous avons eu quelques stades. On va réanalyser les dépenses et voir ce qui a été mal fait, pourquoi on a tant dépensé, mais on a eu la chambre, on a eu les stades. Même les Marocains, qui il y a une dizaine d'années, je pense, ne voulaient pas nous accueillir, le reste de l'Afrique chez eux pour cause de maladies, sont venus et ont fait ce qu'ils ont fait au champ du Cameroun. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, l'appel du président camerounais, je pense, c'est ce qui nous interpelle ce soir. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conditions pour que nous rentrions? C'est sûr, mes frères ont touché ces points-là, mais je serais malhonnête de dire que la majorité des Camerounais qui sont à l'étranger ne veulent pas rentrer. Je l'ai déjà dit une fois sur votre plateau, la plupart des Camerounais de l'étranger qui sont entre médecins, ingénieurs, journalistes, veulent rentrer ou contribuer d'une façon comme une autre au Cameroun. Et ça, c'est un fait. Maintenant, le président de la République, en invitant les personnes qui sont allées conquérir le monde à revenir, n'a peut-être pas toutes les solutions pour leur accueil. C'est aussi un appel pour toute la société camerounaise. Est-ce que l'OGICAM peut mettre sur pied des conditions d'accueil des Camerounais de l'étranger? Est-ce que l'OGICAM pourrait permettre d'avoir un conseil consultatif qui me tient vraiment à cœur, qui pourrait accompagner l'OGICAM dans la diversité de ses activités? Est-ce que nos universités, à côté de leur conseil d'administration, à côté de toutes les facultés qu'ils ont, pourraient permettre à des professeurs de l'étranger de venir sans limite de nationalité, sans limite d'âge? Je vois qu'au Cameroun, parfois on limite à 50 ans l'âge d'embauche. Nous avons des professeurs aux États-Unis, en France et ailleurs qui pourraient venir contribuer. J'ai parlé avec M. Angoua-Fort, à qui je dis félicitations, qui vient d'être élu président de la région du nord-ouest du Cameroun, lors de son passage ici il y a quelques années pour le grand dialogue national. Je lui avais proposé à l'époque donc de créer des conseils consultatifs aussi au sein de l'hôpital qui permettraient à ce que les Camerounais qui soient médecins, infirmiers ou dans le management ou banquiers ou dans d'autres domaines puissent venir contribuer pendant des vacances ou pendant l'année à construire notre Cameroun. Le gouvernement camerounais, le président Paul Biya tout seul ne peut pas répondre à toutes les attentes des Camerounais. Il nous faudrait peut-être un guichet unique pour ceux qui sont dans les affaires et qui ont des problèmes avec la douane et les ports du Cameroun. Il nous faudrait peut-être un autre guichet unique pour ceux qui veulent se mêler donc de la politique au Cameroun, qui veulent être lus dans des municipalités. En Europe, on avait trouvé une parade où on permettait donc aux personnes d'origine européenne de participer aux élections municipales. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une parade dans une municipalité et région dans les années qui arrivent pour permettre aux gens qui seraient nés de parents camerounais, avant que le code de nationalité ne soit changé, de venir contribuer? On en connaît quelques-uns qui contribuent déjà avec donc soi-disant une double nationalité. Ils sont connus. Ceux-là devraient aussi lever la main pour dire je suis au Cameroun et j'ai une double nationalité. Je pense que Boris Berthaud, qui est dans la recherche, le sait et pourrait publier. Donc, moi, ce que je veux dire ici, c'est que la vie des Camerounais, surtout en un jour comme celui-ci de fête nationale, de fête de la jeunesse, il est important que les jeunes soient inspirés. Le Cameroun bashing, c'est vrai, on a beaucoup de limites, on a beaucoup de problèmes, mais il faut aussi donner une petite lueur d'espoir. Ça peut allumer quelque chose dans le cœur d'un Camerounais. Moi, j'ai été gamin au Cameroun et le 11 février, le 10 février, c'était de magnifiques jours. Magnifique. Moi, je courais après les concerts scolaires à Yaoundé. Je courais dans les centres culturels, dans les rues de Yaoundé pour voir ce qui se passait ce jour-là. Il faut dire aux Camerounais qu'ils sont jeunes que c'est encore possible. Le président de la République n'a pas toutes les clés, toutes les solutions, malgré toute la volonté qu'il aurait. Parfois, le père lance un message et les enfants prennent le message, les administrations prennent le message, les associations prennent le message et en font le leur. Est-ce que les banques camerounaises, les banques qui sont basées au Cameroun, peuvent continuer, comme le président l'avait demandé déjà en 2016, d'accepter d'accueillir donc les comptes des Camerounais de la diaspora sans qu'ils ne soient présents à signer donc les demandes d'ouverture de compte? Est-ce que le barreau camerounais ne pourrait pas trouver une astuce pour que les Camerounais qui soient à l'étranger, pas seulement ceux qui
qui exercent en France, qui sont déjà avocats, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui ont des diplômes et qui veulent peut-être exercer comme avocats au Cameroun. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur faciliter la tâche? Est-ce que les médecins camerounais ou les jeunes camerounais qui sont en fac de médecine ici, aux États-Unis par exemple, on ne pourrait pas leur faciliter la tâche? Ce n'est pas seulement l'œuvre du président de la République, c'est l'œuvre de tout le monde. On a des universités privées qui peuvent les accueillir, on a de belles entreprises privées qui peuvent les accueillir, et il y a des organisations internationales aussi basées au Cameroun qui pourraient faire un gros effort. Vous savez, Serge Alonto, je me tairai après avoir dit cela, aux États-Unis, par exemple, quand on compare la population issue de la diaspora à la population américaine, on se rend compte que pour à peu près les mêmes tranches d'âge et niveau social, les personnes issues de la diaspora aux États-Unis sont plus éduquées que les Américains dont les parents sont là depuis au moins 1 ou 2 générations. Et dans le groupe de la diaspora qui vit aux États-Unis, les Africains sont donc parmi les plus éduqués. Dans la région de Washington, Virginie et le Maryland, quand on regarde cette communauté-là, le Nigeria, le Cameroun, a le groupe qui est le plus éduqué. Donc le président camerounais a raison de dire que oui, il a des enfants, des frères, des voisins qui sont allés conquérir le monde. Ils l'ont fait. On en a quelques-uns qui sont repartis sur le continent africain. On a un membre de la diaspora camerounaise qui dirige un fonds d'investissement pour la Banque africaine de développement. Il est basé, je pense, en Tunisie en ce moment. On a Vera Songwe qui est la représentante des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Nous avons évidemment les musiciens que vous avez déjà cités. Mais au-delà de ça, on a un brillant Achalé, qui est le président de McKinsey, qui est le plus gros cabinet de consulting au monde, et il dirige donc la division Afrique de McKinsey. Voilà autant de beaux esprits que le Cameroun a à l'étranger qui pourraient venir contribuer directement. Mais est-ce que tout le monde va trouver sa place au Cameroun? Peut-être pas. Mais je pense qu'une bonne partie de la population camerounaise, même dans les familles, dans les quartiers, devait commencer à penser à ajouter la diaspora dans le monde de raisonnement. Qu'on pense au terrain que les mairies, que ce soit les mairies urbaines ou rurales, ont à leur disposition. Est-ce que ces mairies-là ne pourraient pas faciliter la tâche à ce que des personnes dont les parents seraient camerounais puissent acquérir le pain de terre pour en faire un business, pour en faire quelque chose? Merci René, on revient à vous dans un instant. On va d'abord, Dr Luisan Issoumba, vous l'avez suivi, la loi de 68. Nous sommes en 2021. On sait pourquoi elle a été prise en 68. Bien entendu. Qu'est-ce qui fait donc problème? Serge Alonto. Pourquoi 68 reste applicable en 2021? Oui, Serge Alonto, avant de donner suite à la question que vous posez qui est pertinente, je voudrais quand même relever que en 16 minutes hier, le président de la République a marqué les esprits à travers un discours que j'ai estimé innovateur. Innovateur tout simplement parce que pour une fois, il avait toujours, vous savez, de 1982 à 2021, ça fait 39 ans au pouvoir et ça fait 39 fois que le président s'adresse à la jeunesse camerounaise. Et partant de là, la seule fois, ou du moins, il a toujours qualifié la jeunesse camerounaise d'une jeunesse patriotique. Mais hier, il a ajouté 3 autres qualificatifs à cela, c'est-à-dire qu'une jeunesse dynamique, une jeunesse vaillante et une jeunesse talentueuse. Et maintenant, au-delà de cela, Serge Alonto, on se rend compte que ce discours du président de la République a pointé une focale forte sur la diaspora. Et je voudrais un peu plonger dans l'histoire. Vous savez que la première université fédérale en 1961, sous les auspices de William Aurélien Otekim-Bouma, quand ce ministre Aurélien Otekim-Bouma pense la création de l'université fédérale, il demande à Ahidjo, il dit au président Ahidjo, monsieur le président, il faut une université fédérale. Et Ahidjo de lui demander, mais qui viendra enseigner? Aurélien de lui dit, monsieur le président, nous avons donné des bourses aux jeunes Camerounais qui sont partis faire des études en Europe et ces jeunes Camerounais reviendront enseigner à l'université, d'où la cuvée de Eboussi Boulaga et bien d'autres qui reviennent être dans les premiers enseignants des universités et qui fondent dans l'université fédérale en 1961. Ça, c'est un des cas patents. Alors, la question que vous posez nous situe au cœur d'une problématique forte qui est celle aujourd'hui de la multinationalité. Parce que vous voyez, on est resté sur la double nationalité. Or, il y a des pays aujourd'hui qui parlent de la multinationalité, qui sont à 4 ou 5, ainsi de suite. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, Serge Alonto, les figures diasporiques sont celles-là qui sont le levier du développement d'un État. C'est-à-dire que sans la diaspora,
en réalité, l'État, un peu comme le disait un célèbre penseur, c'est-à-dire que sans la jeunesse, sans la diaspora, il n'y a pas de développement de l'État. Ça veut donc dire que cette loi du 11 juin 1968 est véritablement problématique dans le sens du développement de l'État du Cameroun. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui nous avons des Camerounais qui sont partis, parce que cette loi, dès que vous partez, vous perdez et que vous prenez vous perdez la nationalité camerounaise. Et c'est ça l'incidence fatale de cette loi. Or, si aujourd'hui nous rentrons dans la double nationalité, qui serait d'ailleurs une garantie? Parce que vous savez, quand vous avez la double nationalité, ça fait de sorte que, à tout moment, vous pouvez, comme c'est le cas, revenir à votre pays, comme le président l'a si bien demandé, investir, retourner dans le pays d'accueil où vous avez sollicité une autre nationalité. Mais aller puiser. Aller puiser ailleurs, voilà, et revenir reverser. Parce qu'en réalité, regardez, deux pays dans le monde, le Japon et la Chine, se sont développés par leur figure diasporique, par la diaspora, qui est revenue réinvestir de tout ce qu'ils ont pu recevoir dans la formation intellectuelle, dans la formation technologique. Et aujourd'hui, on va où est hissé le Japon, où est hissé la Chine. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faudrait que le président de la République, au-delà de ce discours, passe à une réalité pratique, c'est-à-dire en mettant en place des réformes institutionnelles et juridiques législatives fortes. Par exemple, adopter la ou du bien la double nationalité pour le moment. C'est vrai que le bras mort de cette double nationalité, c'est un peu souvent, je voudrais convoquer le cas d'espèce de Lydia Neyum, vous savez, qui a porté atteinte à notre fortune publique, et au moment justement de la faire condamner par nos tribunaux, elle a brandi la nationalité qu'elle venait d'avoir. Ce qui a semblé gêner les uns et les autres, tout simplement parce qu'on estime qu'elle est camerounaise et qu'elle avait porté un acte délictueux, un acte criminel, parce que quand on va déjà à plus du milliard, ça devient un acte criminel. Donc c'est pour dire que c'est peut-être le bras mort de cette problématique de la nationalité, mais il faut y aller, parce que les autres sont vers la multi, nous on doit plonger vers la double nationalité pour permettre donc à nos Camerounais, regardez, la date sur la nationalité date du 11 juin 1968. Mais on ne va pas dire, elle n'est plus adaptée au principe de la mutabilité qui voudrait qu'on adapte quand même l'évolution des choses avec la législation. Et ça cause donc là un sérieux problème. D'où la nécessité de revoir donc ces tests. Et autre chose, il faudrait que le président de la République magnifie également cette volonté d'intégrer, d'introduire la jeunesse dans les sphères de décision. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le gouvernement, on se rend compte que la jeunesse n'est pas suffisamment représentée. Nous avons une très belle fête qui nous est consacrée le 11 février généralement, et le président aurait dû, un peu comme le 20 mai, à l'issue de la fête du 11 février, recevoir la jeunesse au palais. Cette jeunesse voudrait aussi se frotter au mur luxueux du palais, un peu comme nous avons eu la chance en 2016 d'y être invités. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire ces jalons. Et il a dit que les jeunes ont intégré le Parlement, les municipalités. Oui, voilà, bien entendu. Il a parlé de transition. Pour lui, c'est la transition générationnelle. Oui, transition générationnelle et également qui doit se faire ressentir dans les actes. Parce que, et vous voyez, ce n'est pas faux, le président l'a si bien relevé. La jeunesse aujourd'hui est fortement impliquée dans la chose politique. On les voit dans les assemblées politiques délibérantes, l'Assemblée nationale, le Sénat, un peu moins dans le Sénat, puisqu'on sait que c'est un peu une chambre de retraite, un peu moins dans le Sénat et dans les municipalités. Donc, et vous savez, Serge Alontou, l'État du Cameroun a en réalité mis un certain nombre d'institutions en place. Il a cité hier le plan triennal spécial jeune. Il y a même un autre plan, un plan d'insertion et un plan de réception et d'insertion de la diaspora. Oui. Donc tout cela est prévu, mais on se rend bien compte que sur le terrain de la pratique, il y a parfois une réelle césure entre le discours politique qui est présenté et la réalité du terrain. Je vais vous dire autre chose. Oui. Le scandale, par exemple, de l'ENAM peut rendre la jeunesse fébrile. Parce qu'elle va estimer le directeur oui, vous voyez, non, pas que le directeur jeune, mais il réussit à mettre toute une famille dans une école. Ça énerve, ça peut exacerber la jeunesse. Or, le président l'a rappelé tout à l'heure, une jeunesse vaillante, talentueuse. Donc cela veut dire qu'il doit se résumer sur le principe de la compétence pour entrer dans nos écoles les plus fortes, un peu comme l'ENAM.
et entre celui qui est compétent. Donc, Serge Alain Autou, je pense pour ma part que c'est un sujet très important. Oui. Nos hommes politiques devraient y revenir et questionner le fait sur la double nationalité. Jonathan Batengene, vous comprenez, vous avez suivi Boris Abdelaziz et René même. Il faut voir, il faut lever, on va le dire, lever le verrou sur la double nationalité. Ils veulent bien rentrer, mais... C'est une question, c'est une option. Je veux poser ça comme ça. Bon, je vais prendre un peu de recul pour expliquer pourquoi est-ce que j'envisage ça comme étant une option. La construction d'abord du rapport à la diaspora est une construction qui a procédé de l'histoire même de l'État du Cameroun. Tout à l'heure, ça a été bien rappelé par le docteur Luison, c'est la construction de l'université en comptant sur les boursiers qui étaient allés continuer leurs études à l'étranger. Mais il faut noter que à partir de 1948, l'État du Cameroun a connu une césure avec la naissance de l'Union des populations du Cameroun, un parti indépendantiste qui, réclamant l'indépendance totale du Cameroun, a engagé des actions concurrentes avec le pouvoir colonial et a envoyé également plusieurs jeunes dans la diaspora pour se former dans les universités. Et la défiance qu'on observe dans la loi sur la nationalité est le reflet même de cette dialectique de l'État du Cameroun dans sa constitution génétique. Et donc, l'influence que ça a eu, c'est que le pouvoir en place se méfie d'une diaspora qu'elle ne contrôle pas. Généralement, la diaspora qui est allée par des mécanismes individuels ou bien par des mécanismes d'association qui pourraient être considérés comme concurrentes. Alors, pour revenir donc à la volonté du chef de l'État, ça nous amène à un constat. Est-ce que quand le chef de l'État s'adresse, il s'adresse à toute la diaspora? C'est d'abord la grande question. Parce qu'il y a donc deux types de diaspora. Il y a la diaspora qui est allée de son propre chef. Il y a une autre diaspora qui est allée par le biais d'organisations qui sont en défiance avec l'État. Et il y a la diaspora qui a été boursière ou bien qui est allée par les mécanismes que l'État reconnaît. Son discours s'adresse-t-il au retour de cette diaspora qui est, disons-le maintenant, la diaspora que l'État va privilégier? Si c'est un discours qui est en faveur de cette diaspora, eh bien, à ce niveau, le débat est tout à fait clair. Les mécanismes de retour des migrants qui allaient dans le cadre de leurs études financés par l'État du Cameroun à travers les bourses, ce retour-là est déjà bien organisé avec leur insertion dans la fonction publique. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il s'agit de l'insertion de cette masse qui est la plus nombreuse, de personnes qui est allée se chercher, comme on dit souvent, qui est allée se chercher en Occident, et qui a certainement eu les retombées de son action et qui souhaiterait revenir investir. À ce niveau, le vœu du chef de l'État reste un vœu, une vision globale, on dira comme ça, mais qui n'a pas de cadre conceptuel ou bien de cadre opérationnel qui permette à cette vision de se mettre en branle. Je vais expliquer. Quand vous regardez les pays, tout à l'heure, le docteur Luison a donné un exemple, la Chine. Mais le meilleur exemple qu'on pourrait prendre, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce que l'Inde propose les mêmes caractéristiques de diaspora que le Cameroun. L'Inde a un problème. La diaspora indienne ne faisait pas confiance aux politiques indiens avant les années 2000. C'est un peu le cas de défiance que vous observez quand certains membres de la diaspora prennent la parole. Ils sont en train de fustiger. Pourquoi? Parce qu'ils soupçonnent que le pouvoir de Yaoundé est infesté d'hommes corrompus. Et donc, ils se disent, avec la corruption, comment est-ce que notre retour, la fructuosité de notre retour pourrait être assurée? C'est déjà une question fondamentale qui nous rapproche avec l'Inde. Maintenant, l'Inde, pour résoudre cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? L'Inde a mis sur pied un ministère dédié d'abord aux affaires de la diaspora. Et ce ministère a mené des actions spécifiques auprès de la diaspora pour les rassurer. Maintenant, ce ministère a travaillé avec les organismes internes de la politique centrale indienne pour assainir un ensemble de conditions, de secteurs, et d'offrir des conditions optimales de retour des migrants qui étaient allés faire leurs études ou bien qui étaient déjà bien placés dans les grandes entreprises en Occident. Voilà un cadre qui mérite encore
qui méritent un certain intérêt de la part des dirigeants au Cameroun et qui n'existent pas encore. À l'absence d'un tel cadre, la vision du chef de l'État reste un vœu pieux. Et il y a un autre élément. On ne peut pas dire que la vision du chef de l'État concernant les migrants de retour soit une vision qui soit essentiellement basée sur le rapport conflictuel qu'entretient une partie de la diaspora avec l'État du Cameroun. Non. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2015, il y a eu le forum de la diaspora au Cameroun et je ne pense pas qu'à cette période, il y avait un rapport de force ouvert de manière flagrante entre l'État et la diaspora. Donc, on peut dire que le président de la République s'inscrit dans une vision progressive de changement de cap parce que, et c'est là le rapprochement avec l'Inde, l'Inde a aussi observé pendant une période la défiance de sa diaspora vis-à-vis de ses institutions. Et à partir des années 2000, il y a eu une modification conséquente du discours des hommes politiques indiens à travers un certain type de partis. D'abord le parti traditionnaliste de droite qui avait le pouvoir et d'autres partis qui ont suivi. Ils ont modifié le discours et ont mis en place des institutions qui vont avec. C'est ce cadre institutionnel qu'il faut maintenant enseigner. Et maintenant sur la question de la double nationalité. Oui. Je parlais d'une option. En fait, là, on peut s'inspirer des Chinois. Les Chinois ont ce qu'on appelle la carte verte. La carte verte permet aux hommes d'affaires chinois d'aller et de revenir. Donc, ça leur permet de circuler sans connaître les contraintes de la nationalité. Ça, c'est un élément qui est lié purement au monde des affaires. La question de la nationalité, il faut bien le dire, sous le contrôle du Dr Luison, ne concerne pas que les affaires. La question de la nationalité protège un autre ensemble de domaines de souveraineté de l'État du Cameroun. Est-ce que ces domaines de souveraineté, on devrait les laisser ouverts à des personnes qui ont accès à d'autres nationalités? Il faut toujours le savoir, les États sont en compétition. Okay. Est-ce qu'une personne qui a une autre nationalité peut autant protéger les intérêts du Cameroun lorsqu'il aura la nationalité? Jonathan, bientôt le journal. Je veux que soit Boris, soit Abdelaziz, que vous puissiez réagir. Hein, chacun maximum 2 minutes, je vous en prie. D'abord, Boris, à la suite de Jonathan. Oui, c'est-à-dire que j'ai juste été impressionné par un aspect de son discours. Il prétend que la diaspora camerounaise soupçonne le pouvoir d'être corrompu. Non, nous ne soupçonnons pas. Ce sont des faits, dans la mesure où M. Biya lui-même l'a reconnu, dans la mesure où le Cameroun est le pays qui a le plus grand nombre d'acteurs politiques qui se retrouvent en prison pour des faits de détournement. Donc il faut parfois apprendre à dire la vérité. La vérité, elle est libère. Et c'est parce que nous pouvons débattre ensemble, nous pouvons adresser les problèmes tels qu'ils sont à partir des réalités que nous vivons, que nous aurons la capacité d'apporter des solutions. Ce que je précise pour terminer sur cet aspect, c'est que les stratégies, les mécanismes de retour, d'intégration de la diaspora dans une logique de développement ne manquent pas. Elles existent, des propositions ont déjà été faites. Et Aziz parlait de la mécanique de l'action tout à l'heure. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Nous avons un pouvoir qui bavarde beaucoup et qui n'agit pas. Et tant qu'il n'y a pas d'action, les Camerounais ne peuvent pas se sentir associés au discours prononcé par M. Biya. Et pour terminer, en réalité, il y a une rupture. Nous avons un homme qui va à près de 100 ans, mais qui s'adresse à une population qui a à 55 à 60% âgée de moins de 35 ans. Donc, est-ce que M. Biya n'est pas en déphasage? Jonathan rappelait le cas de l'Inde, mais le problème c'est ça, c'est ce qui est intéressant dans son rappel historique, c'est parce que l'intégration de la diaspora indienne s'est accompagnée d'un changement politique en Inde. Il n'a pas été une irruption subite. C'est la même chose qui devrait s'opérer et peut-être est-ce que la vraie question relative à la problématique de la diaspora, c'est celle d'un système qui est en rupture et qui ne comprend plus à la fois les transformations générationnelles. Merci Boris, c'est promis, on va revenir bien évidemment sur ce sujet après le 20h de Cédric Nouffelé, mais avant cela, une page de pub. Le médiateur d'Afrique Mag a 10 ans. À la une, Maurice Kamto.